Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce soir. Un couple et ses 4 enfants ont donc disparu. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, nous racontons l'histoire de Jean-Baptiste Rambla. Une disparition, un crime barbare et un meurtrier hanté par son passé. À l'été 2003, le film à gros budget L'Enquête Corse est en plein tournage. Sur les plateaux, la société Crisco se charge de fournir les repas. Une consécration pour Corinne Bédel, 42 ans, et Christian Chalençon, 55 ans, le couple à la tête de cette entreprise marseillaise. D'après sa sœur, Edith, Corinne n'a pas de problème particulier. Rien en tout cas qui pourrait expliquer un départ soudain. Car quelques mois plus tard, à partir du mardi 20 juillet 2004, elle disparaît. Et plus personne n'a de nouvelles d'elle. Son fils a bien reçu 2 textos de sa mère dans lesquels elle annonçait qu'elle partait pour l'Espagne, à Ibiza, et depuis plus rien. Corinne n'est jamais rentrée chez elle à Marseille. Ses proches et les enquêteurs doutent qu'elle soit vraiment partie en vacances et tentent de reconstituer sa journée du mardi 20 juillet. Le matin, comme d'habitude, Corinne Bédel s'est rendue à son travail. Là, elle a contacté un de ses employés pour lui demander de déplacer un camion. Jean-Baptiste Rambla, 37 ans, qui travaille comme intermittent pour l'entreprise depuis 5 ans. Jean-Baptiste Rambla et Corinne Bédel se connaissent depuis bien plus longtemps. Car les 2 Marseillais ont grandi dans la même résidence, cité Sainte-Agnès, dans le quartier des Chartreux. Puis ils se sont perdus de vue avant de se retrouver par hasard, près de 30 ans plus tard. Pour faire plaisir au père de Jean-Baptiste, qu'elle avait croisé dans un café, Corinne a accepté d'embaucher son fils en tant que régisseur adjoint ou serveur. Pour ces raisons, elle le considère comme un employé un peu différent des autres. Alors quand il lui propose de venir boire un café chez lui, dans son nouvel appartement, le mardi 20 juillet au matin, elle accepte. Damien, c'est après cette matinée qu'on ne revoit plus Corinne. Oui, et très vite, son compagnon Christian Chalençon, avec qui elle gère la société, s'inquiète. Le fils aussi de Corinne va s'inquiéter, même s'il a reçu ces 2 fameux SMS lui expliquant qu'elle est partie en Espagne vers Ibiza, mais sans plus de précision. Donc les 2 s'inquiètent. On s'aperçoit aussi qu'elle a tiré 1 000 € en liquide à un distributeur automatique de billets, ce qui n'est pas dans les habitudes de Corinne de se promener avec une forte somme d'argent liquide. Mais voilà, on n'a pas d'éléments supplémentaires. Les semaines passent, cette disparition qui ne semble normale pour personne, elle ne donne pas non plus lieu à une enquête judiciaire et policière très fouillée. Les enquêteurs partent d'abord du principe que Corinne, elle est majeure et largement majeure puisqu'elle a plus de 40 ans et qu'après tout, elle peut avoir disparu. Mais les semaines, les mois passent et on ne la retrouve toujours pas. Jusqu'au samedi 12 février 2005, 7 mois après sa disparition. Oui, alors ce 12 février, on est chez Patricia, qui est l'ex-compagne de Jean-Baptiste Rambla. Elle est chez elle, dans sa maison du quartier de la Blancarde à Marseille, dans le 4e arrondissement. Et elle est avec leur fils, Thomas. Et ce Thomas, il veut faire de la trottinette. Donc il demande à sa maman d'aller chercher la trottinette qui se trouve rangée dans le cabanon du jardin. Donc la maman Patricia, elle s'exécute, elle va vers ce cabanon. Et quand elle arrive dans ce cabanon, elle est tout de suite saisie par une odeur pestilentielle abominable. Elle se penche dans le cabanon et elle trouve un sac de sport qui est sous un matelas pneumatique un peu dissimulé. Et elle comprend très vite que dans ce sac de sport, il y a un cadavre en état de décomposition très avancée. Il y a même des vers qui ont commencé à dévorer le cadavre. Des analyses permettent en seulement quelques heures de confirmer que ce corps est celui de Corinne Bédel. Oui, assez rapidement. Et évidemment, Jean-Baptiste Rambla va être interpellé sur le champ. Il avait déjà été entendu au cours de l'enquête, puisqu'on savait dès le départ qu'il était l'un des derniers, sans doute, à avoir croisé Corinne quand elle avait disparu en juillet. Il y avait eu ce fameux café qu'il l'avait invité à prendre chez lui. Mais à l'époque, il avait réussi à berner les enquêteurs, en tout cas à ne pas tenir des propos ou avoir un comportement suffisamment suspect pour que les enquêteurs aillent plus loin. Mais cette fois-ci, il est placé en garde à vue, on l'interroge, et très vite,
il va reconnaître les faits. Oui, c'est bien lui qui a tué Corinne. Devant les enquêteurs, Jean-Baptiste Rambla regrette ce geste qu'il attribue à un moment de folie. Il dit qu'il traverse une période sombre et fait n'importe quoi. Il collectionne les relations d'un soir, dépense son argent sans compter, prend beaucoup de drogue. Il a commencé jeune, avec du cannabis, et consomme maintenant souvent de la cocaïne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a du mal à se faire embaucher dans la société de Corinne, Christian n'étant pas très emballé par cet employé et son penchant pour la drogue. Les enquêteurs creusent son histoire avec Patricia, son ex-compagne, chez qui il a caché le corps. Il la rencontre en 1990, alors qu'il a 23 ans. Elle a déjà une petite fille de 3 ans, avec laquelle il noue une relation très forte. Jean-Baptiste Rambla la considère comme sa fille, et il l'élève avec Patricia. Leur fils Thomas naît 4 ans plus tard, et pendant plusieurs années, la famille est heureuse. Après 10 ans de relation, Patricia apprend que Jean-Baptiste la trompe sur les tournages où il travaille. Le couple se sépare. En 2004, Jean-Baptiste Rambla s'est installé dans un nouvel appartement et espère être embauché dans la société de Corinne et en finir enfin avec ce statut d'intermittent qu'il doit renouveler chaque année. Mais alors que s'est-il passé avec cette patronne qui a bien voulu lui tendre la main dans cette période difficile pour lui ? Jean-Baptiste Rambla raconte que le matin du 20 juillet, une dispute éclate entre lui et Corinne. Il pète un plomb, pour reprendre ses termes. Jean-Baptiste Rambla attrape Corinne par le cou et serre fort. Corinne hurle. Plus elle criait, plus je serrais, poursuit son meurtrier. Après 3 à 5 minutes selon les légistes, Corinne tombe par terre, inerte, mais pas encore morte. Jean-Baptiste Rambla met alors de l'adhésif sur sa bouche, la ligote avec de la ficelle, puis place un sac plastique sur son visage. Et il attend quelques minutes, jusqu'à ce qu'elle meure, étouffée. Comme si de rien n'était, Jean-Baptiste quitte son appartement et va récupérer son fils pour le conduire chez le dentiste. Puis il rentre chez lui. Pendant 2 jours, l'employé vit à côté du cadavre de sa patronne. Quand l'odeur devient insupportable, il décide de le transporter, dans un sac de sport, jusqu'au pavillon de son ex-compagne. Sans qu'elle le voie, il transporte le sac dans le jardin, puis jusqu'au cabanon. Il le dépose là, par terre, au fond de cet abri de jardin. Face au juge, Jean-Baptiste Rambla ne cesse de pleurer. « J'en voulais plus à Christian », affirme-t-il. Il avance que Corinne est un dommage collatéral de ce ressentiment. Elle était là au mauvais endroit, au mauvais moment, mais elle ne méritait pas de mourir. Damien Jean-Baptiste Rambla dit aussi au juge qu'il n'a pas seulement une relation de travail avec Corinne. Il va la présenter comme sa maîtresse. Alors, ce qui n'a jamais été confirmé, notamment par les proches de Corinne, mais lui va expliquer que ce matin du 20 juillet 2004, elle lui aurait fait une forme de chantage sexuel, c'est-à-dire qu'elle aurait exigé qu'ils aient une relation sexuelle, le menaçant, si ce n'était pas le cas, de lui faire perdre son emploi s'il ne cédait pas à ses demandes. Et c'est là qu'il explique qu'il a pété un plomb, comme il dit. Est-ce que le mobile de ce crime, ça pourrait être aussi le vol ? Il y a cette affaire des 1 000 € que Corinne va chercher au distributeur le matin de sa disparition et qu'on ne retrouve jamais, puisque quand on retrouve son corps dans le sac de sport, elle n'a plus cet argent sur elle. Donc on peut aussi imaginer qu'un des mobiles de Jean-Baptiste Rambla, rappelons qu'à l'époque, Jean-Baptiste Rambla est un gros consommateur de cocaïne notamment, et qu'il faut bien qu'il finance cette consommation de drogue. Donc c'est une question qui lui a été posée, de lui dire, mais voilà, vous nous expliquez qu'il peut y avoir un mobile, une forme de chantage sexuel, mais peut-être qu'il y a un mobile plus évident, plus crapuleux, qui serait celui de simplement que Jean-Baptiste Rambla, il a voulu dérober ou extorquer 1 000 € à Corinne, qu'elle n'a pas voulu et que ça s'est mal terminé. 30 ans avant cette histoire, le nom de Rambla a déjà défrayé la chronique. Oui, parce qu'il est associé à l'affaire dite du pullover rouge. C'est une des affaires criminelles les plus médiatiques de France. Jean-Baptiste Rambla, à cette époque, il n'avait que 6 ans, mais il était le témoin principal et cette affaire a bouleversé sa vie. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Ce matin a commencé à Marseille le procès de Charles Ranucci, accusé d'avoir enlevé une petite fille au mois de juin 1974, une petite fille qui a été retrouvée assassinée de 15 coups de couteau. Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, l'affaire Jean-Baptiste Rambla. Suite et fin de ce podcast dans le 2e épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.